Bonsoir, dans Cache Investigation ce soir, enquête sur l'un des hommes les plus riches du monde. Il est français et toutes les marques de prestige que vous voyez ici lui appartiennent. Son groupe est tout simplement le numéro 1 mondial du luxe. Son nom, Bernard Arnault. Entre documents inédits et témoignages exclusifs, vous allez découvrir comment il a bâti son empire avec ses 75 marques, comment il est passé d'héritier d'une petite entreprise de construction à l'un des hommes les plus puissants de la planète. L'histoire de son groupe mêle coup de génie, trahison et espionnage. Bernard Arnault entre ombre et lumière, c'est une enquête signée Mathieu Robert. Je m'appelle Franck Alioui, je suis policier républicain, j'ai fait 10 ans dans le renseignement. Je faisais partie d'une section qui travaille pour justement anticiper des risques terroristes. En 2008, mon chef de service m'appelle, Franck, viens, il faut que je te voie. On a une mission qui est tombée, c'est une affaire d'extorsion de fonds. Il me dit, cette personne, il reçoit des mails de chantage. Je dis, ouais. On lui demande de donner de l'argent, une grosse somme d'argent, sinon on va révéler un secret important qui pourrait le déstabiliser. Et je lui dis, comment ça, une affaire d'extorsion de fonds L'extorsion de fonds, que le mec il aille voir la police judiciaire, hein, c'est pas nous. Et il me dit, non, on est obligé de travailler dessus, c'est une commande qui vient d'en haut. Moi je lui dis, oui, mais je veux bien savoir, mais c'est qui la victime? Ah ça, je peux pas te le dire, c'est confidentiel. Mais c'est un capitaine d'industrie, un des hommes les plus riches du monde. Donc on a travaillé pour ses intérêts. C'est une allure facilement reconnaissable. Il est devenu l'une des personnalités les plus influentes au monde. Mais que savez-vous de lui ? Qu'il est un pianiste talentueux? Non, pas forcément. L'homme est secret. Il préfère que vous ne le connaissiez pas. There's a new king in town as Bernard Arnault. On le surnomme le pape de la mode. LVMH is the fashion industry. Et je dis bravo, ce qu'il a réussi à faire, ça suscite l'admiration et le respect. Alors qu'il vous a viré. Alors... Arnault being a wolf in cashmere. C'est un prédateur sans aucun doute. L'empereur de l'opulence. En 40 ans, il a créé le plus grand groupe de luxe de la planète. LVMH. Avec des marques mondialement célèbres, comme Christian Dior ou Louis Vuitton. Il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, qui murmure à l'oreille des puissants. Bernard est un artiste, et ce qu'il accomplit est incroyable. Il impose désormais ses idées dans le débat public, notamment quand il s'agit de réclamer moins d'impôts. On va taxer le Made in France. À peine croyable. Quand on a des riches comme ça, faut les garder. Alors moi, faut pas les faire fuir. Bernard Arnault, je pense qu'il doit beaucoup à la France. Les impôts de Bernard Arnault suscitent des controverses. Alors, on a voulu en savoir plus. On a fini par mettre la main sur ce que payait Bernard Arnault comme impôt. Nous allons aussi vous révéler les centaines de millions d'euros d'argent public à l'origine de son groupe. C'est bien entendu l'État qui a favorisé le départ de la fortune de Bernard Arnault. Oui. Je crois qu'il est très mauvais pour l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées. S'intéresser à la plus grande entreprise de France
c'est aussi enquêter sur des pratiques discutables. C'est pas une police parallèle quasiment. Mais qui est parallèle? Mais d'où parallèle? Bien sûr que j'ai trouvé des micros dans les bureaux. Les employés de LVMH, s'il y avait des enquêtes sur eux, ils ne le savaient jamais. Première fortune de France depuis 2009, il est dorénavant en concurrence avec un autre géant du luxe, Hermès. Hermès, l'éternel rival, qu'il a tenté de s'accaparer il y a 15 ans, avec perte et fracas. Nous ne nous attendions pas à une attaque qui a été faite par derrière. Comment on peut perdre 13 milliards d'euros d'actions? Ça, je pense que ça va être écrit dans les annales de la finance. C'est du jamais vu. Bienvenue dans un monde où se mêlent glamour, business et coups bas. Bienvenue dans le monde merveilleux de Bernard Arnault. À la découverte de ce royaume, nous aurions pu commencer notre exploration ici, devant les boutiques des quartiers chics de la capitale. Ou encore, au 22 avenue Montaigne, là où se situent les bureaux de Bernard Arnault et le siège de LVMH. Nous allons nous y rendre. Mais nous avons préféré débuter notre histoire à un autre endroit. Au tribunal de Paris. Bernard Arnault y met les pieds pour la première fois le 28 novembre 2024. Un milliardaire devant le tribunal ce matin à Paris. Bernard Arnault, patron de LVMH, cité à comparaître comme témoin au tribunal. Bernard Arnault à la barre d'un tribunal. Il y a du monde pour assister à l'événement. Des journalistes et photographes. Ah bah il y a même son fils Antoine, le directeur de l'image du groupe. Ah mais Élise, t'es là toi aussi? Bah ça fait plaisir. Hein. Oh. Dans ce procès hors norme, il y a une ribambelle de dossiers. Nous allons vous parler de deux affaires en particulier. La première, c'est celle qui concerne François Ruffin, le député et ancien journaliste. La seconde, c'est celle de Franck Alioui, le policier que vous avez vu au début sur cette affaire de chantage. Pas de caméra autour de lui. Son histoire est méconnue. Un peu de patience, nous allons vous la raconter. Tous sont venus écouter Bernard Arnault. S'il est appelé à s'exprimer ce jour-là, c'est en tant que simple témoin. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Derrière, sur le banc des accusés, ils sont au nombre de 10. Tous sont accusés d'avoir participé à un système d'espionnage et de renseignement au service de LVMH. Ce sont des fonctionnaires de police, des spécialistes du renseignement, un ex-magistrat, un préfet, et le plus connu d'entre eux, Bernard Squarcini, alias le Squal. Dans ce procès, il est mis en cause à plusieurs titres. Lorsqu'il était patron du service des renseignements français, ça c'est pour l'affaire du policier Franck Alioui. Et ensuite, lorsqu'il est devenu consultant sécurité de LVMH, ça c'est pour l'affaire qui concerne François Ruffin. À cette période, comme l'a révélé Mediapart, la justice l'a mis sur écoute pendant des mois. Nous avons eu accès aux dossiers d'instruction et à des centaines d'heures de conversations téléphoniques. Elles ont notamment permis de révéler le dispositif de surveillance autour de François Ruffin, qui réalise alors Merci Patron, un documentaire sur Bernard Arnault. Bernard Squarcini fait de nombreux points à ce propos avec l'état-major de LVMH. Bonsoir Bernard, ça va bien? Ici Pierre. Oui, Pierre, bonsoir. Ça va? Vous m'entendez? Pierre, c'est Pierre Godet, à l'époque le numéro 2 de LVMH. Fidèle parmi les fidèles, il a aidé Bernard Arnault à créer son groupe. Il est décédé en 2018. Moi je vous appelais parce que, en fin d'après-midi,
s'est présenté toute une équipe de drôles d'énergumènes. Et ces joyeux drills arboraient des t-shirts I Love Bernard. En fait, c'est Fakir. Il y avait Ruffin, donc le gars qui dirige Fakir. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais. Comment? On peut introduire quelqu'un. Ah, là, ça va être un peu juste... c'est du trop rapide, à mon sens. Bernard Squarcini va pourtant y parvenir. Quelques semaines plus tard, la rédaction de Fakir, le magazine de François Ruffin, est infiltrée par deux barbouzes qui se font passer pour des journalistes. Allô? Oui, bonsoir Karine. Ce qui semble ravir Karine, la secrétaire personnelle de Bernard Arnault. Bernard Squarcini la tient régulièrement informée de ses avancées. Oui, c'est vraiment super, hein, ce que vous avez fait. Hein. Ah non, mais c'est génial. Ben là, on est dans le... on a infiltré. Dans toutes ces affaires, Bernard Squarcini est poursuivi pour 15 chefs d'accusation. Bonjour, monsieur Squarcini. Comment vous l'appréhendez, là, ce procès? Cette ouverture Posez du la procès. question des avocats. Non, on va commencer déjà. On va commencer. Bon, il manque quand même le principal commanditaire des missions, LVMH. Si vous le regrettez, ça? Bah, il ne nous accompagne pas, en tous les cas. S'il vous plaît. Et monsieur Squarcini, à vos côtés, il y a des grands policiers, il y a des magistrats, il y a un préfet. C'est vrai que ça fait beaucoup d'anciens fonctionnaires qui sont jugés parce qu'ils ont été au service d'une société privée, LVMH en l'occurrence. C'est inédit quand même tout ça. Pas très loquace, le squal. La presse, vous restez pas là s'il vous plaît. Si LVMH n'est pas sur le banc des accusés, c'est parce que le groupe de Bernard Arnault a signé un accord avec la justice. On appelle cela une CJIP, une convention judiciaire d'intérêt public. Eh oui, à cash, même quand on ne parle pas de finances, faut toujours qu'on trouve des concepts bien relous à expliquer. Mais on vous a dégoté une vidéo sympatoche du Club des juristes. Pour vous expliquer la CJIP, voici Didier, prof de droit. Alors l'intérêt pour les entreprises, en fait, elles échappent à une condamnation officielle. C'est un paiement d'une amende, mais cela n'est pas conçu comme une condamnation. Il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité de la part de l'entreprise. Merci, monsieur le professeur. Bon, en gros, la CJIP, c'est très pratique pour les entreprises. LVMH a payé une amende de 10 millions d'euros. Résultat, le groupe s'évite un procès qui fait mauvais genre et n'est ni innocenté, ni condamné. Et ben ça agace François Ruffin. Le donneur d'ordre et le bénéficiaire de cette opération d'infiltration, c'est LVMH. Celui qui a demandé cette infiltration, c'est LVMH. Et finalement, on a une exfiltration de LVMH et de Bernard Arnault de ce procès. Comment ils ont fait? Ils ont payé un chèque de 10 millions d'euros à la justice, à l'État, qui a accepté qu'en échange, ils ne soient pas sur le banc des accusés. LVMH, via la CJIP, donc cette convention judiciaire, ils ont quand même payé 10 millions d'euros. Ils ont fait amende honorable. Mais non, enfin, c'est pas une grosse somme. Hein. C'est une somme qui est ridicule pour LVMH. Si vous mettez ça en relation avec un Français moyen, c'est comme si j'arrivais avec un billet de 10 euros sur devant le juge et que je dis avec ces 10 euros-là, effacez-moi le fait d'avoir fouillé les poubelles de mon voisin, d'avoir fait un trombinoscope de tous les gens qui rentraient chez lui, d'avoir surveillé sa maison et surveillé sa vie privée. 10 millions d'euros pour LVMH, c'est 0,01% de son chiffre d'affaires en 2021. Cette convention CJIP permet à Bernard Arnault de n'être entendu qu'en tant que témoin. Ah d'ailleurs, il arrive. On compte sur toi, Élise. Monsieur Arnault, est-ce que vous ou votre groupe avez lancé des opérations d'espionnage vis-à-vis d'un de vos concurrents ou de certains journalistes? Ouais, c'était du rapide. Allez, on revoit l'action au ralenti. Tout s'est joué en une fraction de seconde. C'est parti. Bernard Arnault sort par cette porte dérobée
Élise pose sa question comme à l'entraînement. Mais rien ne se passe comme prévu. Elle est bloquée dans le peloton. Son preneur de son est en plein milieu. Ah là là, mais quelle catastrophe! Élise tente tant bien que mal de revenir. Peine perdue, il est déjà trop tard. Bernard Arnault a disparu. Élise a pu tout de même entrer à l'intérieur de la salle, mais sans caméra. Nous avons reconstitué la scène. Bernard Arnault a répondu au tribunal pendant plus de 3 heures. Dès le début, il insiste sur le fait que son groupe n'est pas poursuivi dans cette affaire. Je veux rappeler d'abord que je suis là comme témoin, simple témoin, et que nous avons signé une CJIP. Et dans cette CJIP, il est indiqué que le groupe ne reconnaît aucune responsabilité. C'est ensuite au juge de débuter son interrogatoire. Il commence par l'affaire de chantage, la tentative d'extorsion de fonds qui concerne Franck Alioui, le policier. Franck Alioui dit ce qu'il pense, quitte à déranger. Et ça peut devenir sensible lorsqu'on a travaillé pour la DCRI, l'ancien nom de la DGSI, les renseignements intérieurs. En 2014, il prend sa plume pour écrire une lettre au juge. Monsieur le juge, au sein de la DCRI, à l'époque où j'y ai exercé, j'ai eu connaissance de dérives qui ont choqué la conception que je me fais du métier de policier républicain. Il m'est notamment arrivé de devoir travailler sur instruction de ma hiérarchie pour des intérêts privés. Ainsi, au lieu d'être utilisé pour garantir la sécurité de l'État, l'argent du contribuable était mis au service de certains amis du pouvoir. Je suis prêt à être entendu dans votre cabinet en mon âme et conscience. Très respectueusement, Franck Alioui. En 2008, Bernard Squarcini est le puissant patron de la DCRI. Il ne travaille donc pas encore pour LVMH. Mais il est déjà en contact étroit avec ses dirigeants, notamment avec Pierre Godet. Bonsoir Bernard, ça va bien? Ici Pierre. Est-ce que je vous dérange? Non, je vous en prie, allez-y. Le numéro 2 de LVMH l'appelle pour une urgence. Un mystérieux commanditaire menace Bernard Arnault par mail. Il évoque des photographies compromettantes sur la vie privée du chef d'entreprise. En échange de son silence éternel, il réclame la somme de 300 000 €. Pour mettre la main sur ce maître chanteur, la DCRI fait surveiller 3 cybercafés, d'où sont partis les emails, à Aix-en-Provence et à Paris. Franck Alioui est posté dans cette rue, dans un quartier huppé de la capitale. Le cybercafé ouvre à 10h, il ferme à 22h. Quand on voit quelqu'un de suspect, la mission, c'est de l'identifier, de le surveiller et de le loger. Le loger, savoir où il habite. On va mettre des caméras sur l'école qui est en face. Pour Paris, on était 10 et en gros une quinzaine de personnes. Ça fait beaucoup de moyens mobilisés. Ça fait beaucoup de moyens mobilisés en termes d'effectifs. C'est des moyens qui n'ont pas été mis sur des thématiques terroristes, qui auraient pu être traitées. Oui, ça a coûté, je pense, très très cher. Tout cet argent public au service d'une enquête privée finit par payer. Au bout d'une semaine de planque, le maître chanteur est repéré en train de sortir d'un des cybercafés. L'équipe de la DCRI le prend en filature et l'identifie. C'est un ancien garde du corps de Bernard Arnault. Je dis, c'est super, on l'a identifié, on va le péter quand? C'est-à-dire, on va l'interpeller à quel moment? Et mais là, on nous a dit non, il n'y aura pas d'interpellation. Je me suis dit, quand même, il a été identifié, et nous, on arrête là. Qui va prendre le relais? Qui? Une boîte privée, des barbouzes, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et voilà, c'est là où j'ai vu qu'on avait travaillé dans l'illégalité la plus totale, quoi. Cette mission non officielle achevée, LVMH prend la main, via les services de Charles Pellegrini. Cet ancien grand flic travaille dans le privé. Il est à l'époque consultant sécurité de LVMH. Charles Pellegrini
rencontre à plusieurs reprises l'ancien garde du corps de Bernard Arnault et lui envoie des emails des plus explicites. Nous sommes dans une affaire de chantage et s'il y a paiement, ce ne sera qu'avec des garanties réciproques ou bien ce sera la guerre avec tous les dommages collatéraux pour tout le monde. Nous avons réussi à joindre celui qui a tenté de faire chanter Bernard Arnault. C'est la première fois qu'il revient sur l'affaire. Votre nom est ressorti dans une affaire concernant une extorsion de fonds, une histoire d'extorsion de fonds. Donc vous avez été l'un des maîtres chanteurs dans cette histoire, c'est ça? Pas du tout. Moi, j'étais un intermédiaire. L'homme affirme avoir travaillé pour un ami photographe, l'auteur des fameux clichés. Et vous deviez être payé, non? Pas du tout. Après, évidemment, mon pote qui voulait récupérer un peu d'oseille à l'époque, il m'a dit t'auras ta com. Mais c'était pas du tout le but. Moi, c'était le but pour sauver l'image de Bernard Arnault, c'est tout. Oui, on parlait de 50 000 euros pour vous sur une somme de 300 000 euros, c'est ça? Oui, il m'a dit sur les 300 000 pour 50 000, si ça marche. Mais vous comprenez bien que quand on demande de l'argent contre des photos volées, ça s'appelle du chantage. Moi, j'assume tout, moi. Oui, si vous voulez. Et ensuite, c'est M. Pellegrini qui est venu vous voir directement? Directement. Il vous a mis la pression, c'est ça? Oh non, moi, personne ne met la pression. Je suis ancien gendarme, j'ai fait 10 ans de légion étrangère avant. La pression, ça n'existe pas sur moi, en fait. Vous les avez vues, ces photos? Ah, ça, je sais pas. On voit quoi sur ces photos? Ah, bah, peut-être, je vous dis pas ce qu'il y a dessus. On fait rire. On dirait un interrogateur de la police. Ce garde du corps maître chanteur n'a jamais été poursuivi. Aucune plainte n'a été déposée contre lui. Quant au mystérieux photographe, son identité n'a jamais été connue. Il aurait disparu dans la nature. La mission des policiers n'a jamais existé officiellement. Était-ce pour étouffer l'histoire? Qu'elle ne soit jamais médiatisée? Le terme de police parallèle sera même utilisé par un magistrat lors d'une audition.